Pellica Reportage. Et quand j'étais en CM2, un professeur remplaçant qui venait juste pour la journée, quand en fait il nous faisait lire un texte à tour de rôle, et moi quand j'ai commencé à lire, je bégayais trop, il m'a dit on va passer à quelqu'un d'autre vu qu'on va perdre trop de temps dans la journée. À la violence. Et du coup après du coup il m'a pas fait parler de toute la journée. Le bégaiement est un trouble de la communication qui touche environ 1% de la population adulte, soit plus de 600 000 personnes en France, avec une prédominance masculine de 3 à 4 fois plus de garçons et d'hommes que de filles et femmes. Durant l'enfance, ce chiffre monte à 4%, mais près de 75 à 90% des enfants se rétablissent spontanément avant l'adolescence. Au niveau mondial, environ 1% des adultes, soit près de 80 millions de personnes, sont concernés. En France comme à travers le monde, les conséquences vont bien au-delà des mots. Le bégaiement est fréquemment associé à de l'anxiété, une faible estime de soi, des difficultés à l'école ou au travail, et peut être reconnu comme un handicap, notamment dans les cas les plus sévères. Malgré ces enjeux, il reste souvent méconnu, stigmatisé ou réduit à un simple accent, sans que soit comprise la dimension neurologique, génétique et psychosociale du trouble. Aujourd'hui, le défi est double. Soutenir les personnes concernées pour qu'elles puissent prendre leur place et oser s'exprimer, et transformer le regard collectif pour qu'ils reconnaissent et respectent cette différence. Je reçois Guillaume, créateur du compte Instagram J'ai un bégaiement, et qui a également participé à la création de la section toulousaine du concours Éloquence du bégaiement. Cette manifestation n'est pas un concours où les candidats doivent être meilleurs que leur adversaire, mais un concours contre soi-même, où chacun doit constamment se dépasser. Alors déjà c'est depuis petit, donc je dirais à peu près vers mes 4-5 ans, et on n'a pas vraiment d'âge précis, c'est quand j'ai commencé à parler. La raison on ne sait pas non plus pourquoi. Et ça arrive déjà des fois que ça arrive et que voilà. Plus petit, je bégayais plus que ça aujourd'hui. C'était vachement plus sévère. Donc du coup, j'ai fait de l'orthophoniste plusieurs années, qui a pu me donner des techniques, m'apprendre à contourner ce bégaiement. Donc quand je dis contourner, c'est-à-dire que je peux changer mes mots, je peux faire des gestes comme je fais actuellement. Ok. Et voilà, donc petit, je l'ai très mal vécu. Du coup, petit, je l'ai très mal vécu parce que je bégayais plus sévère. Du coup, les autres enfants étaient en mode pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu sais pas parler, pourquoi tu parles pas comme nous. Mais quand j'étais en CM2, un professeur remplaçant qui venait juste pour la journée, quand en fait il nous faisait lire un texte à tour de rôle, et moi quand j'ai commencé à lire, je bégayais trop. Il m'a dit on va passer à quelqu'un d'autre vu qu'on va perdre trop de temps dans la journée. Je dirais que plus jeune, ma famille, on va dire que je suis le seul handicapé dans la famille, et du coup, arriver là et se dire, merde, on fait quoi de Guillaume? Qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il sait pas trop parler, comment compliqué, et Ouais. du coup, déjà ça, le temps de s'habituer à ces remarques-là, du coup, à ces retours, à cette sensation de dire, merde, c'est moi l'handicapé de la famille, donc c'est un peu, je mets des gros guillemets, j'aime pas cette expression-là, mais c'est pour... Je vais te demander parce que moi je l'ai employé. Est-ce que tu préfères. Handicap, c'est pas quelque chose qui. Alors, moi honnêtement, un handicap ou trouble ne me gêne pas. Ouais. Mais en fonction des personnes, ça peut gêner. Et c'est reconnu comme un. Oui, c'est reconnu comme un Comme handicap. un handicap, d'accord. On a droit à l'RQTH. D'accord. Ok. Voilà, on a droit à l'RQTH. Donc, Mais c'est en fonction des personnes, et aussi tu vois exemple moi en fait exemple et en fait et je dis beg des fois. Là c'est pareil, il y a des gens qui aiment pas trop dire beg parce que c'est pas ce qui nous définit. Du coup moi je dis pour moi en fait du coup on dit beaucoup personne qui bégayent. personne qui bégaye. Voilà. Oui, oui, mais ça c'est comme. Oui. On n'est pas défini par forcément la Oui. différence, quoi. Ah, voilà, exactement. Hmm. C'est une maladie, est-ce que c'est un traitement? C'est dû au stress, mais ça va passer. Ah c'est vrai que moi aussi des fois quand je parle en fait et je bug un peu. Je peux comprendre qu'on ait cette réaction, mais entre bugger un peu comme les gens disent et entre bégayer vraiment, c'est différent, c'est totalement différent. Oui, oui, oui. En fait je pense qu'on bégaye tous, mais tous nous n'avons pas le trouble. Pour avoir été plus jeune avec un bégaiement sévère, Ouais. ça va être très dur parce que du coup les gens ils en ont marre de nous attendre, donc du coup des fois ils vont faire autre chose. Pour moi le plus important c'est de toujours garder ce contact visuel, ou alors si la personne ne veut pas trop regarder dans les yeux, au moins être attentif Ouais. à ce qu'elle dit et répondre, parce que c'est vrai que des gens en fait ils vont pas avoir la patience d'attendre, et ça je trouve ça dommage et pas correct du tout, parce qu'une personne qui va par exemple chercher ses mots, quand du coup elle réfléchit on va l'attendre, mais par contre mais là
une personne qui a un bégaiement, en fait, on va pas l'attendre, donc quelle est la différence? Surtout une époque où on n'attend plus pour rien. Voilà. En grandissant, en fait, je me disais, ben, si je l'accepte pas, qui va le faire pour moi? Personne va le faire, il sera toujours là avec moi. Parce que moi, ce qui est drôle, c'est que je le dis il, en fait, c'est pour moi, je suis Guillaume et lui, il est là avec moi, donc du coup, on est deux pour moi. Ok, lui le bégaiement. Ah ouais, lui, le bégaiement, D'accord. du coup, je dis lui souvent. D'accord. Parce que moi, c'est moi et lui, il est là, et en fait, des fois, il peut me faire chier, je vais pas le cacher, et il y a des fois, il est là où j'ai pas envie de. Où j'ai pas envie, en fait, et de bugger, pourtant je bug, alors que. Bah là j'ai pas envie, là ça me fait chier et voilà clairement ça je le dis mais après je me dis bah il est là donc ben au pire en fait je m'y amuse et souvent avec mes amis en fait tout on en rigole, des fois ils me disent apprends à parler ou des choses comme ça parce que du coup on fait beaucoup du second degré avec pour un peu le dé en fait dramatiser Ouais. donc. Et du coup quand je suis arrivé à Toulouse donc à 18 ans je me suis dit pourquoi pas ouvrir un compte Instagram parce que en gros du coup en fait je voyais beaucoup de orthophonistes qui étaient sur Instagram mais pas de personnes qui bégayaient et donc je me suis dit les orthos c'est très bien, c'est très chouette parce que du coup ça permet pas mal de visibilité dessus. Ouais. Du coup moi en 2021 du coup j'ai décidé de créer un compte Instagram et en fait c'est incroyable parce que du coup grâce à ça j'ai lancé du coup un processus déjà pour les autres parce que j'ai en fait reçu plein de messages de personnes et de parents. Quand je dis personne, ça peut aller de adolescents jusqu'à la soixantaine qui en fait ne s'acceptait pas, se disait en fait je connais personne qui bégaye, je connais etc. Et du coup là de voir qu'il y avait une autre personne qui ont parlé, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, ainsi que des parents. Je pense à une mère de famille qui m'a de suite écrit parce que son fils il bégayait. En fait du coup il était bègue, du coup elle s'en voulait, elle se disait qu'est-ce que j'ai fait de mal. Du coup en fait j'ai pu la rassurer en disant t'as rien fait de mal, c'est juste comme ça et malheureusement on peut rien y faire. J'ai une jeune fille qui vient me voir et qui me dit en fait qu'elle me suit sur Insta, qu'elle voit ce que je fais et du coup en fait elle me remercie parce que grâce à moi elle a pu grandir grâce à ça, elle a pu accepter son trouble etc. Et c'est vrai que se faire entre guillemets reconnaître voilà et en fait de se dire qu'on peut accompagner en fait et aider des personnes c'est beau et en fait c'était mon souhait quoi parce que moi plus jeune j'avais personne sur qui m'épauler. Là en fait maintenant la magie et un bon réseau ça peut être très néfaste mais comme ça peut être très bien aussi et du coup Oui, ça a là, été un moment très fort pour moi. Et en suivant du coup ce parcours sur Instagram et tout, j'ai découvert le concours de l'éloquence du bégaiement. Ouais. Du coup, j'en avais un peu entendu parler, mais pas beaucoup. Mais après, je me suis vraiment renseigné dessus. Mouna Bizri a grandi avec 5 troubles dont un bégaiement sévère et un autisme. En 2014, à 21 ans, il décide contre toute attente de s'inscrire au concours d'éloquence de son école de commerce. Cette expérience crée un déclic, accepter son handicap pour s'accepter soi-même et le faire accepter aux autres. En 2019, en parallèle de son travail, il crée le premier concours d'éloquence du bégaiement. En 2022, Éloquence du bégaiement s'étend sur tout le territoire et s'ouvre à d'autres handicaps en devenant Éloquence de la différence. Je me suis vraiment renseigné dessus à partir de la 3e édition, donc en 2021. ok. Du coup, en fait, où je m'étais inscrit pour y participer, c'était à Paris, sauf que avec mon emploi du temps, etc., c'était impossible que je monte à Paris, de faire un gros les allers-retours. Ouais. Du coup, le président créateur du concours m'avait appelé pour essayer de me convaincre, mais moi en fait j'étais convaincu juste mon emploi du temps, c'était compliqué. Ok. Mais après j'ai quand même pris la décision d'aller à la finale, c'est-à-dire de juste assister à la finale. Et du coup la finale c'était à Bobino, Ok. à Paris, donc c'était un moment incroyable. J'ai vraiment vécu un moment magique dans ma vie parce que de voir les 6 personnes bec sur scène et en fait, ce qui d'ailleurs maintenant je connais personnellement, mais. Et donc, du coup, l'année d'après, en fait, la 4e édition, c'est en 2022. Là, en fait, j'ai dit, t'as vu, j'ai un travail et tout, mais je vais m'organiser. Oui. Donc du coup, en fait, j'ai fait cette édition-là. Donc c'était chaque week-end sur Paris. Donc je partais le vendredi, en fait, vendredi soir après la fac ou le travail en train de nuit. J'ai été à Paris le lendemain à 6h. Je faisais la journée, le soir et je repartais sur Toulouse. Ouais, toutes les étapes du concours étaient à Paris. Ouais, toutes les étapes. Ah, Je faisais juste les ateliers en visio, du coup la semaine. Donc ça va, mais voilà, les samedis, j'allais tous les samedis à Paris. ok. Parce que du coup, le concours, c'est des ateliers à distance pour préparer
Et, Ouais. et les épreuves, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, du coup, il y a des masterclass. Ouais. C'est-à-dire, on suit des cours, entre guillemets. Je dis cours, que ce soit plus simple, mais j'aime pas trop ce mot-là. Mais voilà, des cours, entre guillemets, où on va apprendre la prise de parole en public, on va apprendre ce que c'est être éloquent, on va apprendre la posture, la voix, la gestuelle, etc. Il y a concours blanc, il y a la demi-finale et la finale. Donc Ouais. voilà. Du coup, je suis arrivé en finale de cette édition-là. Je n'y Ok. croyais pas de ma vie. Je suis arrivé devant 1000 personnes à Bobino. Personne. 1000 personnes à Bobino. Je me suis retrouvé devant tout ce monde. J'ai pleuré avant et après. Voilà, c'était vraiment une expérience de dingue. Tu peux développer ça? Qu'est-ce que c'est de faire face à 1000 personnes? Déjà, pour quelqu'un qui ne bégayerait pas, ça serait déjà compliqué. Mais là, en plus, faire face avec ton handicap. Mais on va dire déjà qu'on nous prépare un peu avant. Ouais. Du coup, c'est pendant le programme, il peut durer entre 7 et 8 semaines. Ok. Et donc, que du coup, on nous prépare parce que du coup, la demi-finale, il n'y a pas autant de public, mais il y a quand même des gens. C'est-à-dire, c'est des gens de l'asso, des proches à nous, des amis, etc. Donc, on nous prépare un peu. Et du coup, déjà, les entraînements aussi dans la salle de finale, ça nous entraîne un peu. Mais c'est vrai que nous, habituellement, on ne nous écoute pas. On nous brime, ou alors on nous dit arrêtez de parler, on ne comprend pas, ou machin. Ok. Enfin, ça, c'était surtout à l'époque. Mais aujourd'hui, ça se fait plus trop. Mais Ouais. moi, plus jeune, c'était beaucoup ça. Et t'es pas si vieux. Et je suis pas si vieux, tout à fait, mais du coup, plus jeune, c'était ça. Et du coup, là, de me dire, je suis écouté, on va m'écouter ce que je dis, on va me regarder moi. De me dire que je l'ai fait, j'étais vraiment en mode, je suis fier de moi, je suis incroyable. Ah oui. Voilà. Et en fait, je suis arrivé, et en fait, on était une vingtaine de candidats. Et là, en fait, il y a tous les bégaiements possibles. Parce que chaque personne a un bégaiement, c'est différent. Je suis arrivé, je me suis dit, waouh, je suis pas tout seul. En fait, c'est vrai que ça donne un coup de se dire. Ouais. Enfin, c'est pas un coup mal, c'est un coup en mode. Ça fait des années où tu te trouves seul et là, t'es plus seul. Hmm. Et encore, moi, j'étais, je pense, un des plus jeunes. Il y en avait qui avaient la quarantaine, cinquantaine. Donc, du coup, certains, ils se retrouvaient à 40 ans. Du coup, entendre d'autres personnes, ça peut être compliqué. Ouais. Et en fait, c'est vrai que moi, je me suis de suite lié d'amitié avec certains, dont un par exemple avec Samy, Samy avec qui on a beaucoup discuté. En fait, et en fait, du coup, on s'est retrouvés assis à côté le premier jour. On a fini les deux en finale et maintenant, puis on se parle. Mais et vraiment de se voir en fait qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut parler de nos vécus tous ensemble et de ce qu'on a vécu plus jeune, de même ce qu'on vit maintenant et en fait, est-ce que nous a fait le concours avant et après. J'ai trouvé ça incroyable et en fait, ça peut nous faire grandir et beaucoup évoluer. On est plusieurs, mais en fait, il faut l'accepter, il faut nous montrer justement et dire acceptez-nous elle connaît, vu qu'en fait, on accepte très bien les handicaps visibles, mais les handicaps invisibles, c'est vrai qu'on les accepte pas. On se dit pourquoi il parle comme ça, il parle chelou, il est bizarre. Et souvent, aussi on met ça sur un gros dos du stress. Ah ben oui, mais en fait, Ouais. en fait, tu stresses trop, donc arrête de stresser. En fait, le concours blanc, c'est un sujet libre. C'est notre sujet à nous. Donc, on va dire ce qu'on veut. Et quand je dis sujet, c'est une question et position. Ah oui. C'est-à-dire, moi, mon sujet libre, c'était doit-on croquer la vie à pleines dents? Et du coup, en fait, j'étais en position oui. Ok. Et à partir de la demi, c'est sujet imposé. Ok. Donc moi, mon sujet de la demi-finale, c'était la guerre est-elle nécessaire à la paix? En oui. Je me suis retrouvé à ce sujet-là, surtout qu'en 2022, ça commençait un peu le conflit russe-Ukraine. Ouais. Je me suis retrouvé, merde, de quoi je vais parler? Faut aller dans le sens. Et j'ai réfléchi, et je me suis parlé, et je me suis dit, en fait, de ma propre guerre à moi-même, de mon combat contre le bégaiement. Et du coup, en fait, j'avais utilisé plein de champs lexicaux sur la guerre. Un champ lexical sur la guerre, pardon. Où j'avais dit, grâce à ça, j'avais dit, enfin, je sais plus exactement, mais j'avais dit que grâce à ça, j'ai pu sortir de ma tranchée, que, en fait, que j'avais signé l'armistice, etc. Et après la finale, j'ai eu la parole était le propre de l'homme, en oui aussi. Ok. Alors là, le sujet ne me plaisait pas du tout. Ouais. Je me suis retrouvé un peu dans la mouise, mais du coup, on m'a beaucoup accompagné parce qu'en fait, ça, on est toujours accompagné. Ok. Et sur ça, et du coup, à la finale, j'ai obtenu le prix de l'originalité. D'accord.
En fait, et ce prix-là, je pense, c'est surtout grâce à une ortho, Elise, elle s'appelle, qui m'a fait parler de Disney, en fait, et du coup, on a eu l'idée de mettre dans le discours que sans la voix de l'homme, on n'aurait pas connu la célèbre chanson Hakuna Matata du Roi Lion. Ah oui. Voilà. Ah, c'est marrant comme axe. Voilà. Donc voilà. Ok. Je trouve quand même assez drôle qu'on donne un sujet sur la parole à quelqu'un qui bégaye. Aurait-on vraiment connu Hakuna Matata de célèbre Timon et Pumba sans cette parole, sans cette voix de l'homme, l'aurait-on vraiment connu? Un petit secret que je vous partage. Timon et Pumba s'appellent en réalité Jean-Philippe et Michel. C'est quand même beaucoup moins mignon. Quand j'étais petit, on se moquait de mon bégaiement. Aujourd'hui, cette parole est ma meilleure arme. Grâce à cette parole, je fais entendre ma voix. Mon bégaiement ne sera plus prioritaire. C'est ma voix qui sera. Une fois que c'était fini, gros blues parce que déjà c'est un gros programme de 7 à 8 semaines. Tu te retrouves pendant 8 semaines à faire ça toutes les semaines, écrire des discours, faire des discours. En fait, tu as des visuels avec des gens, où tu discutes avec des gens de ça, ou en fait où tu t'entraînes devant les amis, où les amis sont au courant, ils te soutiennent et tout. Et tout se finit, et du coup ça se finit et tu te retrouves, je fais quoi, j'ai fini et voilà. Et du coup, après j'ai été toujours en contact avec les autres personnes. Et en fait l'association elle a développé plusieurs villes de ce concours. Donc ça a commencé sur Paris. Et du coup, moi, quand j'ai fini en 2022, donc dans le sud, il n'y avait pas d'édition dans le sud, il n'y en avait aucune. En 23, il y a une ville qui se crée, c'est Bordeaux. Sachant que celle qui a monté le projet, c'est une orthophoniste très présente sur Instagram et que du coup, on se suivait, on se connaissait. Et en fait, du coup, j'ai contacté, je lui ai dit, est-ce que je peux vous rejoindre à Bordeaux? Parce que moi, je suis à Toulouse, c'est à côté, et en fait, je sais pas quoi faire. Et être un orga avec vous et en coach, je vais être chaud parce que moi, on m'a vachement aidé en tant que coach et moi, je veux partager l'expérience, etc. Donc, du coup, me voilà propulsé sur Bordeaux pour l'édition, où là, pareil, où je faisais des allers-retours chaque semaine, etc. Du coup, sur Bordeaux première année, j'ai été le seul candidat, ancien candidat. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup partagé mon expérience, etc. Et j'ai trouvé ça très enrichissant de pouvoir relayer toutes les informations qu'on a eues de notre expérience. Donc du coup j'ai fait ça pendant 2 ans, donc première et deuxième édition, et j'ai même présenté la première édition de Bordeaux pour la finale. Donc ça aussi c'est notre expérience de dingue où tu présentes une finale parce que c'est toi qui étais présenté 3 mois avant et là c'est toi qui présente la finale et c'est incroyable. Et donc il y a eu l'assemblée générale de l'asso en 2023. Et moi en fait je fais part que je veux l'ouvrir à Toulouse parce que vu que je suis à Toulouse, etc. Et du coup, l'asso me dit, si tu trouves une équipe, tu arrives à la monter, c'est parti. Et du coup, moi, je monte une équipe. En fait, je contacte des orthophonistes, je contacte des gens que je connais, des gens qui bégayent, des psychologues. Donc, la psychologue, c'est une amie à moi, une très bonne amie à moi, je connais depuis 5 ans, qui m'a de suite suivi. Les 2 orthos, c'est des orthos qui m'ont répondu de suite oui, c'est Julie et Cécilia qui m'ont été d'une grande aide. On a réussi à faire monter le projet, la première édition, donc sur Toulouse, qui a commencé en octobre 24, donc un an après quoi, donc elle a mis un an pour monter tout ça, donc trouver les candidats, les coachs, les salles, tout quoi. Donc on a tout créé de A à Z. Donc avec moi, Sarah, Julie et Cécilia, qui étaient vraiment les 4 membres, donc et moi on était 3 plus moi, donc ça faisait 4 en organisation. Et du coup on a tout monté avec les coachs qui nous ont vachement aidés quand du coup ils sont arrivés. Donc la première édition a eu lieu, donc du coup on était sur en fait toute la fac université du coup à UT3. Et c'était un moment incroyable parce que du coup il y avait tous mes amis, il y avait des proches à moi, il y avait ma grand-mère qui en avait entendu parler. Et là de me dire que ma soeur, ma grand-mère, mes cousins et tout voient vraiment ce que je fais. En fait c'est beau parce que du coup ils ont vu mon parcours depuis que je suis né, donc de se dire qu'ils voient ça et même tous les autres en fait parce que il y avait plein d'orthophonistes, il y avait des enfants, il y avait des parents avec du coup leur fils ou leur fille qui bégayent.
Ouais, ils se sont confrontés au monde. C'est ça, et du coup, en fait, on a eu plein de retours sur un mois de mai. En fait, un mois de mai. Merci beaucoup pour ça, et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir qu'en fait, en fait, c'est pour moi, c'est de la prévention, et c'est vraiment de la, pas prévention, pardon, c'est de la sensibilisation, de montrer tout ça, et donc là, on fait la deuxième édition, du coup, cette année. Ouais. Et du coup, on garde les mêmes salles, ils veulent nous, en fait, du coup, on recommence avec les mêmes salles, ils sont repartants pour nous suivre, et donc, les coachs aussi, certains reviennent, on a des anciens candidats aussi qui vont revenir en coach, et c'est incroyable. Depuis le mois de février, on a commencé avec mon équipe d'orga là, avec mon équipe d'orga, non, avec du coup l'équipe d'orga, à faire des visios, du coup à chercher des candidats, à rechercher des coachs. Ok. Du coup on en a trouvé, on a encore des candidats, on a des coachs, etc. Aussi on va contacter la presse, on va contacter pour trouver les salles. Du coup moi j'ai recontacté celle de l'an dernier. Et en fait, du coup, ils m'ont confirmé ce matin que c'était bon. Ah. Voilà, ce matin j'ai la réponse. Donc ça, c'est tout en amont. Et du coup, et j'oublie aussi, il faut trouver tout ce qui est les formateurs, parce que parce que les cours, entre guillemets, il faut qu'ils soient assurés. Du coup, voilà, donc c'est trouvé coach, candidat, formateur, peut-être et des partenaires, pourquoi pas. Tout ce qui se peut faire, tout en fait, ce qui se peut faire en amont. Exemple, j'ai une visio avec du coup les étudiants en ortho, pour du coup en fait en gros leur présenter le programme. Après il y en a une qui est chargée de appeler les coachs aussi, appeler les coachs qui s'inscrivent. Moi en fait je suis chargé de appeler les candidats qui s'inscrivent, sachant que du coup les candidats ils sont souvent trouvés par en fait des orthos, des orthos. Après il y en a qui viennent, du coup ils ont vu le programme sur les réseaux, à la télé, donc ça c'est tout ce qui est en amont. Quand c'est le jour J, du coup la veille de la première masterclass, il y a en fait une formation qui est dédiée au coach. Ok. C'est-à-dire pour apprendre ce que c'est vraiment le bébé gaming, parce que certains ils arrivent juste là, l'exemple, on a des gens qui sont clowns, ils sont programmateurs, il y a de tout. Ah, c'est pas forcément des gens. Non, en fait, on a ouvert une nouvelle plateforme. Enfin, on a ouvert sur cette plateforme. C'est en fait, c'est je veux aider. Ouais. C'est pour du bénévolat et en fait, du coup l'an dernier, on était nous en manque de coach. Du coup, on a ouvert sur ça. D'accord. Et on a trouvé plein de gens qui étaient intéressés et qui reviennent cette année. Dont une qui est en orga, c'est Nelly. À la base, elle était thérapeute de couple et du coup elle s'est retrouvée là et en fait elle est géniale. Maintenant elle nous rejoint en orga, elle contacte les coachs parce qu'elle est passée par là, donc elle explique son vécu. Et même de voir que des gens qui ne connaissaient pas, ils sont maintenant du coup très impliqués à la cause, etc. Et c'est incroyable. Après pendant les 2 premiers samedis, c'est en gros les 2 masterclass où il y a la prise de parole en public, où il y a la voix, où en fait on travaille les émotions. Il y a aussi un cours sur le stress et de la sophro, qui est assuré par une de mes profs que j'avais en cours. Ok. Aussi on crée des binômes et de pas à Rennes, à Rennes, pour que en dehors de ces masterclass et des ateliers, en fait, ils puissent contacter des personnes. Ouais. Et du coup, ce binôme, en fait, il va être présent pour les candidats quand en fait ils ont besoin, en fonction en fait et des besoins qu'ils ont mis entre eux. Ça, en fait, c'est chaque binôme avec leur filleule qui se le gère. Ouais. Après, il y a le concours blanc où du coup, il y a tout le monde qui passe en fait en gros leur sujet. Donc de là, on leur attribue à tous un sujet à poser. Donc c'est-à-dire que dans le même sujet, mais juste un là en oui et l'autre là en non. Donc après, il y a encore des ateliers, etc. Arrive la demi-finale où du coup on a un jury de personnes qui ne connaissent pas. Donc exemple, l'an dernier, c'était une orthophoniste, c'était un ancien candidat de Paris et en fait une amie à moi qui travaille avec moi, qui est d'UXP et qui savait qu'elle pouvait très bien à la cause et du coup elle a été géniale dans le jury. Okay. Du coup à partir de là ils choisissent les 6 finalistes. Ouais. Sachant que les autres candidats qui n'ont pas été retenus, on ne dit pas le mot éliminé. Nous éliminés, ça se dit pas. On dit les non qualifiés en fait, et ces personnes-là, elles vont prendre part à la finale quand même. Mais sur en gros mais sur quelque chose en fait qu'ils veulent eux.
C'est-à-dire que du coup, les finalistes font leur discours, du coup, on leur réimpose un sujet, du coup, on déclenche le sujet. Et les non-finalistes, l'an dernier, ce qui est arrivé, en fait, c'est que pendant que le jury, en fait, ils choisissent les prix pour les finalistes, en fait, les non, en fait, et en gros, les non-finalistes, en fait, ils vont faire leur propre discours libre à eux. Ah, C'est ce que j'ai envie de dire. ils participent quand même à la finale. Ah oui, toujours. C'est chouette, ça. Aussi à la finale, on, on va présenter ce que c'est le bégaiement. On va diffuser un mur de photos aussi pour en fait montrer ce que c'est en fait ce qu'on a vécu pendant ces 10 semaines. Parce que c'est vrai que les gens en fait se rendent pas compte, mais 10 semaines c'est long, ils vont vivre beaucoup de C'est un choses, même investissement, beaucoup de table. ouais. Et du coup c'est vrai que les photos, moi ça les aide à voir ce qu'on a un peu fait. En fait déjà, on dit concours, mais nous on dit plus quoi un programme. Programme, ouais. On dit plutôt du coup éloquence du bégaiement parce que un concours ça fait un peu compétition alors que du coup c'est absolument pas un gros le but du programme. Et si j'aimerais plus de visibilité, déjà oui bien sûr, là déjà je trouve qu'on en a, mais en fait avoir un article à la Dépêche, avoir des articles dans les journaux, on va passer sur France 3 régional, on a été invité à l'Élysée en février. Du coup, j'y étais, donc déjà se dire que pour les 10 ans de la loi du handicap, on est invité à l'Élysée. Moi, c'était un moment incroyable. Et du coup, se dire que M. Macron, en fait, il connaît déjà en fait, de la sauce, que c'est le bégaiement. Et du coup, ça fait une plus grande visibilité. Même, en fait, je sais que sur Toulouse, du coup, il y avait plein de personnes et que les personnes, du coup, en fait, ils peuvent en parler. En fait, il suffit de juste une personne qui voit l'info, qui en parle et ça crée encore un mouvement et après de la connaissance. Et après moi exemple au travail, du coup je travaille du coup avec des adultes et c'est vrai que en fait certains ne connaissent pas, du coup en fait ils m'entendent parler, ils se demandent pourquoi en fait je travaille et pourquoi je parle comme ça. Et moi en fait je réponds toujours en fait c'est du coup en fait je vais expliquer le pourquoi. Et en fait, je dis toujours, si après vous avez des questions, c'est avec plaisir, je peux y répondre. Et du coup, les questions les plus courantes, c'est est-ce qu'il y a un traitement, est-ce que c'est une maladie, est-ce que ça se soigne La causalité peut-être, non? Ouais, la causalité, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs. Il y a quelques études qui montrent que ça peut être l'environnement ou alors héréditaire aussi. Okay. Ou alors ça peut venir à partir d'un traumatisme. Mais moi, c'est arrivé comme ça, comme la poule. Ouais. Voilà. Le foot de la poule. Voilà. Et en fait, quand on chante, oui, il n'y a pas de bégaiement. Des fois, on peut jouer au théâtre aussi. D'accord. Par exemple, dans mes discours, moi, souvent, j'y mets un peu des gestes et c'est arrivé que je bégaye pas. D'accord. Parce qu'en fait, c'est du texte appris, c'est du théâtre et en fait, on joue un rôle entre guillemets. Ok. Et exemple, moi une fois j'étais une pièce de théâtre, ils m'ont fait monter sur scène et j'ai dû dire une phrase. Et en fait, je l'ai apprise par cœur avant, en fait, et je l'ai bien répété dans ma tête et du coup, en fait, et sur scène, je l'ai sorti d'une traite. Alors que dans la vie de tous les jours, je pourrais vraiment avoir du mal à la dire. Parce qu'il y a chez moi, il y a des consonnes que j'ai du mal à dire. Okay. Donc, par exemple, le B, le P, le G, dans mon prénom, des fois c'est chaud à dire, donc voilà. Et du coup, des fois, quand on me demande mon prénom, dire Guillaume comme ça d'une traite, ça peut être compliqué. Donc, en fait, je trouve des alternatives. Du coup, moi, je dis souvent moi c'est ou etc. Sauf que j'ai déjà eu la remarque que quand je dis moi c'est, ça fait un peu la personne qui se la pète en mode moi c'est, je suis quelqu'un quoi. Alors que pas du tout, juste c'est pour m'aider à dire. Ou alors quand on est dans les boutiques, on demande nos cartes de fidélité. Il faut dire le nom. Moi, en fait, souvent je monte la carte sur mon téléphone, comme ça ils ont juste à scanner pour aller plus vite. Ok. Voilà, je trouve des alternatives comme ça. Sur ça. Ou alors, par exemple, mon nom de famille, du coup, vu qu'il faut le dire en premier, en fait, à la place de le dire en entier, je dis les lettres. Donc, que les gens ils me regardent un peu en mode bizarre, mais après ils écrivent. Ah oui, ok. Voilà. Mais du coup, si quand tu chantes ou quand tu fais du théâtre, potentiellement ça y est pas, est-ce que ça veut dire que c'est pas totalement mécanique et que c'est aussi un peu, peut-être je parle mal, mais est-ce que c'est psychologique ou neurologique et que ça influe et que c'est lié à d'autres choses ou... Alors là, il faudrait une ortho pour répondre à ta question. Ouais. Je suis pas assez calé sur le sujet, j'ai beau être à avoir un bégaiement, mais je pense que je suis pas assez calé sur vraiment d'où ça vient dans le cerveau, sur comment ça agit. Ouais. Je pense qu'une ortho pourrait mieux répondre à ta question.
Les facteurs génétiques liés au bégaiement. Ce trouble touchant 1% des Français, soit environ 650 000 personnes, peut être héréditaire puisqu'un enfant a 3 fois plus de prédisposition de développer un bégaiement si l'un de ses parents est lui-même touché. Côté biologie, ce trouble peut provenir d'une anomalie comme une mauvaise régulation dopaminergique, une lésion cérébrale, un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central ou encore du système auditif. A savoir, le bégaiement touche 3 à 4 fois plus les sujets masculins et apparaît généralement entre 2 et 5 ans. Les facteurs environnementaux et psychologiques engendrant le bégaiement. Dans le cas d'une arrivée plus tardive du bégaiement chez l'adolescent et l'adulte, certains accidents de la vie peuvent être la cause comme un traumatisme cérébral ou un choc émotionnel. Certaines fractures psychiques peuvent aussi être responsables d'un bégaiement. Ces bouleversements, comme un deuil ou un contexte affectif difficile, engendrent anxiété, voire un stress important et sont susceptibles de déclencher un trouble de la parole. A savoir, quelqu'un de bileux, perfectionniste, hypersensible ou encore bilingue, exigeant l'alternance régulière de 2 langues au sein d'une même famille, est plus prédisposé à développer un trouble de la parole. Je sais qu'il existe un B et un B, c'est en fait ce qu'on va appeler le bébé, en fait, est le bégaiement masqué. Ouais. Où en fait, en gros, les personnes elles vont toujours se masquer en fait à changer les mots. Et du coup, ça c'est une autre forme aussi de B. En fait, ça aurait de B, en fait, et de bébé. En fait, c'est vraiment du trouble. Et il y a pu y avoir des personnes qui sont atteintes de ce type-là dans les, du coup, dans en gros les éditions de l'éloquence et du bégaiement et qui maintenant en fait s'acceptent à avoir des bugs justement. Et vous ne les acceptez pas. Le bégaiement masqué, c'est choisir son vocabulaire pour pas laisser apparaître son bégaiement? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait ça va pas s'entendre parce que du coup ils vont toujours être dans la permanence dans le cerveau à changer les mots, à pas s'entendre, à... Ouais, ils sont dans le contrôle. Ouais, voilà. Ok. Alors que moi je peux être dans le contrôle, mais ça peut arriver à ce que je bégaye sans... comme ça quoi. Ok. Ce que je pourrais dire, c'est déjà voir un professionnel. Donc ça peut être un orthophoniste, un psychologue, etc. Ouais. Professionnel, déjà, ça peut nous accompagner dedans. Ensuite, ne pas hésiter à poser des questions aux personnes qui sont concernées. Donc, c'est-à-dire sur Instagram ou sur les réseaux, il existe plein de groupes maintenant, plein de choses où je vois beaucoup de personnes qui témoignent et c'est souvent dans les pays d'Afrique où il n'y a pas d'accompagnement et du coup il y a beaucoup de personnes qui me contactent à moi aussi de ces pays-là ou sur les groupes où je vois ils ne savent pas comment en parler ou ils ne savent pas quoi faire avec et du coup beaucoup discuter et se dire que surtout en fait qu'il faut vivre avec parce que malheureusement il est en nous et on ne peut pas faire autrement que d'être avec et du coup il faut apprendre à l'apprivoiser. Mais je la connais pas par cœur, faut que je prenne mon téléphone. Vas-y. C'est une phrase que j'ai dite lors de mon discours de finale. En fait, et que mon bégaiement ne sera plus prioritaire, mais que c'est ma voix qui le sera. Parce que tout simplement, en fait, avant, je faisais passer lui en priorité en le cachant ou tout simplement en ne parlant pas, en disant, en fait, je me tais parce que je sais que je vais pas faire et en gros, en fait, que je vais pas arriver à le dire. Alors que maintenant, en fait, je m'en fous et que je dis quand même ce que je veux. Du coup, je dis que c'est ma voix qui est aujourd'hui prioritaire.